Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Bérubé, auteur et journaliste. Deuxième partie. Salutations à vous tous et toutes. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez patienté correctement. On poursuit, on se lance direct dans le sujet, pas d'introduction. On poursuit avec, je suis toujours en compagnie de François et Nicolas. J'espère que vous portez toujours bien, messieurs. On y va avec la deuxième question que j'avais en banque pour Nicolas. C'est quoi, selon toi, dans ta vision, les erreurs les plus courantes des investisseurs débutants là, que tu vois le plus souvent? Peut-être que tu as déjà peut-être répondu un peu dans l'eau, mais on va quand même te laisser la chance de continuer. Ouais, moi, je dirais dans les lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui interagissent, qui me posent des questions. Donc, ça me donne un peu une idée là, de où les gens sont un peu dans leur réflexion. Puis, celle qui revient toujours, c'est ce qu'on appelle le biais de récence. C'est-à-dire que les gens vont dans Google Finance, ils regardent les courbes, puis ils regardent la courbe qui a le plus monté, puis ils veulent ça. Moi, je veux être là. Et là, il m'explique, mon portefeuille, c'est du Nasdaq, du S&P 500, puis Nvidia, puis Google. Là, je suis comme, OK, c'est quoi ton portefeuille? No power. Ben, c'est ça. Donc là, ça prend pas besoin d'une grande casquette de détective pour comprendre comment la personne est arrivée là. Mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que si c'était aussi simple que ça, on serait tous retraités multimillionnaires. C'est la plus vieille recette au monde. Qu'est-ce qu'il a bien fait depuis 15 ans, depuis 5 ans, 10 ans? On va embarquer là-dedans, puis moi aussi, je vais bien faire. Ça a été étudié de long en large et malheureusement, les performances exceptionnelles dans une tranche là, de 10 ans, lorsqu'on prend la prochaine tranche de 10 ans par la suite, il y a un retour sur Terre. Et plus souvent qu'autrement, le secteur qui a hyper bien performé, souvent, il va moins bien performer que les grands indices boursiers. Donc, il y a comme un espèce d'effet d'emballement, tout ça. Puis, un exemple que je donnerais rapidement, c'est la première décennie de notre siècle, donc de 2000 à 2010. Souvent, en anglais, on appelle ça la lost decade. On va voir ça quand on va lire là-dessus, la décennie perdue. Pourquoi les gens disent ça? Mais c'est parce que le S&P 500, de 2000 à 2010, a perdu de l'argent. Donc, la personne qui a mis de l'argent en 2000, elle avait encore une perte rendue en 2010 pour son dollar de 2000. Et ça, c'est psychologiquement très, très difficile à accepter pour un investisseur. En 2010, le S&P 500, tu aurais pu quasiment le donner, les gens ne le voulaient pas. C'est un pays, les États-Unis, plein de problèmes. Il y avait des manifs, ça passait à 2 doigts de la faillite. Et donc, si on se remet en 2010, là, le S&P 500 puis le Nasdaq puis Nvidia, là, c'était pas du tout à la mode. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, on sait que c'était le bon moment d'acheter à ce moment-là. Donc, ce qui est arrivé aussi, c'est que les gens qui avaient un portefeuille diversifié, incluant, disons, des actions canadiennes, il n'y a pas eu de décennie perdue pour les actions canadiennes. Les gens l'oublient, ça. De 2000 à 2010, le dollar de 2000 rendu en 2010 était rendu à 150 a fait 150 de hausse au Canada. C'était le pays dans le monde avec la meilleure performance boursière. Donc, en 2010, logiquement, on aurait tout voulu mettre, c'est ça que les gens faisaient à l'époque, si on va lire le thinking à ce moment-là, les gens voulaient être dans le Canada, ils ne voulaient rien savoir des États-Unis. Les 10-15 ans qui ont suivi, c'était l'inverse. Là, on a vu que le Canada n'a pas mal fait, mais n'a pas fait de façon fantastique, alors que les États-Unis ont décollé. C'est très facile après ça, une fois qu'on sait comment le film finit, c'est facile de réécrire l'histoire dans notre tête. Je le savais, c'était évident. Mais je vais vous dire, moi, j'ai commencé à investir dans ces moments-là, puis peut-être que vous étiez déjà là-dedans bien avant moi, mais il n'y avait aucun engouement pour les États-Unis à ce moment-là, pour la bourse en général. Tout ce qu'on lisait, c'était les rendements futurs vont être beaucoup plus bas que ce que historiquement ça a été. Vous rêvez en couleur si vous pensez qu'on va revivre des moyennes de 8, 9, 10 pour la bourse. Donc, c'était le consensus là, général à 99,9 %. Donc, Nicolas, plus le taux d'intérêt qui était plancher super bas, donc l'immobilier, tu sais,
c'était super alléchant là, d'aller financer des immeubles. Écoutez, l'immobilier en 2009-10, vraiment Bear Stearns, des grosses firmes qui font faillite, là, Ouais. c'était gros. Puis là, tu parles de l'immobilier, je me souviens très bien, à un moment donné aux États-Unis, c'était 2 pour 1. Tu sais, vraiment 2 pour 1. Là, je pense que c'était à Las Vegas, tu achetais une maison, ils t'en donnaient un autre. Moi, j'avais acheté une propriété dans le temps en Floride, puis il y avait beaucoup de projets immobiliers que c'était 2 pour 1, là, littéralement. Là. Ça coûtait 50 000, mais si tu mettais, c'est ça, 50 000, puis tu pouvais avoir 2 condos. Là. Fait qu'un peu comme Nicolas dit, cette période-là, les États-Unis, que ce soit immobilier Exact. ou de la bourse, Collins, pour utiliser un terme boursier, c'était pas très bullish. Non, pas du tout. Mais là, c'est ça, c'est facile aujourd'hui, avec nos lunettes d'aujourd'hui, de dire ah ben c'est évident, tu sais, mais quand tu es dans le creux de la vague, c'est pas évident. C'est tout le temps, tu sais pas ce qui s'en vient, est-ce que ça va être pire et tout ça. Donc, moi, je dirais que, pour répondre à ta question, le problème que je vois chez les gens, c'est qu'ils vont vers ce qui est excitant, ce qui a été payant récemment. Puis, peut-être qu'ils vont encore vivre une couple de bonnes années. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi, mais ils mettent pas les chances de leur côté en faisant ça. Oui, oui. C'est intéressant. Puis là, ça revient quand on dit les gens, tu sais, quand le FOMO, là, tu sais, ils ont le goût d'embarquer. Puis là, c'est ça, tu sais. Fait que là, ils veulent embarquer quand c'est haut. Puis là, ils vendent quand c'est bas parce que ça n'a pas marché. Là, ils sont déçus. Puis là, c'était ma prochaine question. Comment on fait pour éviter ça, là, psychologiquement, selon toi, tu sais, de suivre cette vague-là parce qu'elle est envoûtante pour bien des gens, là. Tu sais, on est suiveurs, là, l'être humain. Oui, puis tout ce qui est... Mais il faut voir ça comme, moi, je pense, un jeu de probabilité. Dans le fond, investir, c'est mettre les chances de son côté. C'est aussi simple que ça. Et puis, quand on achète un actif qui a beaucoup monté récemment, ça veut dire que les rendements attendus dans le futur sont beaucoup plus faibles. Alors que quand on a un actif ou, dans le cas dont je parle, la bourse au complet, quand on a vécu de mauvaises années, les rendements attendus dans le futur sont très élevés. Donc, il faut le voir comme ça, comme une espèce de jeu de bascule. Si on le voit comme ça, on voit les choses un petit peu différemment. C'est un peu un acte de foi, là, quand on voit, parce que ce que je dis là, c'est pas vrai, par exemple, pour une entreprise. Si vous voyez des actions de Lion Électrique ou de n'importe qui ont chuté, ben certaines personnes peuvent dire « Ah, c'est une occasion d'achat ». Mais avec une entreprise, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais avec la bourse en général, avec le marché au complet, on a diversifié le risque. Et historiquement, les rendements ont été positifs 7 années sur 10 dans les pays développés au niveau au niveau des actions. Donc, on a le vent dans le dos, si vous voulez. Donc, il faut voir, moi, quand je vois la bourse, comme par exemple, tout récemment, en 2022, c'était une année baissière pour la bourse. Moi, je prends plaisir à retourner la mitaine de bord et dire bonne nouvelle, le marché est en baisse. Donc, j'essaie de rentrer dans la tête du monde qu'un marché en baisse, c'est tout à fait normal. Il en arrive 3 années sur 10. Donc, quelque chose qui arrive 3 fois sur 10, c'est pas quelque chose qui est si rare que ça. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un point d'entrée pour la personne qui investit régulièrement à partir de ses revenus. Ben, cette personne-là devrait bien plus être intéressée par une année comme 2022 qu'une année comme 2024. Parce qu'une année comme 2022, elle peut acquérir des placements à bon prix. Alors qu'en 2024, ben, chaque achat, chaque semaine ou chaque 2 semaines, elle peut en acheter un petit peu moins à cause de la hausse. Donc, quand on s'entraîne un peu à voir les choses comme ça, ben, ça nous désensibilise un petit peu aux, entre guillemets, mauvaises nouvelles chez monsieur, madame, tout le monde va avoir tendance à dire « Ah non, c'est bien trop bas, c'est risqué. Il faut un peu détricoter tout ce qu'on s'est tricoté là, comme lion. » Une question qui revient souvent, le fameux lump sum. Est-ce que c'est bon de tout mettre tout de suite d'un coup ou investir périodiquement avec le moyenné à la baisse, mettons, le fameux DCA? Puis, je pose souvent la question, puis c'est pas une question piège, mais c'est souvent de même. Exemple, mettons, cette année, le S&P 500, il est up 20 %. Est-ce que tu as mieux investir tout de suite tout ton argent? Le monde va dire, ben oui, ça monte, c'est fou.
Mais si on prend une année comme Nicolas dit, 2022, qui est dans, on va dire, 10 est-ce que tu veux tout mettre ton argent tout de suite là? On va dire, ah non, ça donne trop dangereux. Tu sais, c'est exactement comme ça le monde pense, mais moi, de l'autre côté, quand je vois des indices up 20 versus moins 20 si j'ai à investir, on va dire, 5 000 ou 10 000 d'un coup, j'aime bien mieux le faire à moins 20 que plus 20 Fait que c'est ça, il faut essayer, comme Nicolas dit, essayer de déconstruire la mentalité Ouais. des gens, mais ça fait peur, hein, tu sais, attraper un couteau qui tombe, ça fait peur, mais comme Nicolas dit, quand on achète une compagnie, c'est quelque chose, mais quand on achète un indice boursier, un peu comme il a mentionné, sur 10 ans de croissance, il peut y avoir 2-3 années négatives, puis après ça, ça repart. Les marchés ont quand même tendance généralement à monter, mais quand les indices sont moins 10, 20, 30 il me semble que c'est le meilleur moment pour investir de l'argent pour le futur, mais bon, on ne changera pas le monde, là. Ça fait des centaines d'années que c'est le même, mais bon. Plus l'horizon du temps devant nous. Chaque personne est différente. La personne qui a 78 ans, Effectivement, oui. c'est que l'autre qui a 20 ans, c'est pas pareil. Puis tu sais, moi, j'ai une phrase qui me suit, puis ça me suit. Puis je pense que j'en ai parlé l'autre fois, mais c'est on doit planifier notre vie comme si on allait vivre éternellement, mais la vivre comme si on allait mourir demain. Donc, dans nos placements, il faut penser à notre succession aussi. Tu sais, si on se met à faire les choses différemment parce qu'on est plus vieux, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? C'est sûr que si l'horizon avec la succession reste 20 ans en avant, ben, tout ce que vous venez de dire là, c'est génial, c'est ça qu'on veut. Tu sais. Mais on vit plus vieux, hein? Des fois, quelqu'un qui me parle, on ratisse assez large, là, mais quelqu'un dans soixantaine, il dit: «Ah, j'ai 60 ans. Ouais, Le il y en a monde encore vit. devant lui. Ouais. Mais oui, oui, il y en a encore, là. Tu sais, la moyenne, là, mettons, on met ça à 80 ans, il te reste encore 20 ans là, à vivre. Là, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour investir. Oui, peut-être nos choix de placement vont être différents. On va y aller peut-être un peu plus sécuritaire, mais quelqu'un qui a 60 ans, là, dans mon temps, 60 ans, c'était vieux, mais aujourd'hui, Colin, il reste encore une bonne vingtaine d'années. Là. Exact. Des belles paroles de sagesse. Hein. On doit s'en inspirer. On passe à l'autre question, parce que ça passe quand même impressionnamment vite. Là, c'était les défis d'aujourd'hui. Selon toi, Nicolas, pour monsieur, madame, tout le monde, ben moi, j'en ai une idée, on pourra jaser, mais c'est quoi que tu vois là, qui est le plus grand défi là, pour la personne qui veut s'occuper elle-même de ses affaires, en fait? C'est un peu ça. Là. Le défi, c'est d'apprendre à se connaître et aussi de réaliser que notre plus grand ennemi, c'est pas les chutes, c'est pas les récessions, C'est pas Donald Trump. c'est pas Donald Trump. Notre plus grand ennemi, c'est la personne qu'on voit en se levant chaque matin quand on se regarde dans le miroir. Cet ennemi-là, il va être avec nous du premier jour où on investit jusqu'au dernier jour où on investit. Cet ennemi-là, il est avec nous constamment. Il peut nous faire des choses qu'on regrette. Pour la personne qui veut commencer à investir ou par elle-même ou confier son argent à d'autres personnes, il faut qu'elle le comprenne parce que nos émotions d'être humain sont extrêmement bonnes pour nous faire survivre sur la Terre, mais extrêmement mauvaises pour nous faire survivre comme investisseurs. Notre réaction, c'est de réagir au danger. Hein? Quand ta maison est en feu, tu restes pas là à te bercer puis à penser à ta journée de demain. Quand ta maison est en feu, tu fais tout pour la sauver. À la bourse, quand ton portefeuille est en feu, il faut que tu continues à te bercer. Ça, c'est très difficile. Parce qu'un portefeuille qui baisse, c'est comme si tu dépensais de l'argent, dans le fond. Les gens disent « Hey, j'ai baissé de 15 000 $, puis je ne me suis même pas acheté d'auto. » Tu sais, c'est comme... Les gens, là où la personne à la retraite va dire, mettons que la personne a des caisses, je sais pas, 20 000 par année. Là, ça a baissé de 20 000. Hey, j'ai perdu une année de pouvoir d'achat en 20 minutes ou en 2 semaines peut-être, je sais pas. Donc, comme humain, de rien faire face à cette situation-là, qui est une situation banale en investissement, qui littéralement, c'est comme si il y a un coup de vent dehors. Là. Je veux dire, il n'y a rien à faire, mais la personne qui réagit à ça, elle
elle se nuit beaucoup plus que n'importe quelle chute boursière. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à parler de ça autour de moi, j'étais une espèce de... Disons, je défendais beaucoup l'investissement autonome. Tu sais, tu as juste besoin de ton petit compte Disney ou Wealthsimple ou n'importe quoi. Et tu as juste besoin de ton fonds. Merci, bonsoir. C'est vrai, il n'y a rien dans ce que je viens de dire qui est factuellement faux. Mais si tu as peur au moindre coup de vent, puis si tu es ton propre ennemi, tu vas te nuire à long terme en faisant ça. Donc, là, aujourd'hui, je suis plus nuancé. Je vais dire, par exemple, la personne qui est jeune, qui commence, ben cette personne-là peut s'ouvrir un compte de courtage à escompte, mais puis commencer à se familiariser avec les marchés et tout ça. Mais la personne qui a 50, 60 ans, je vois pas cette personne-là du jour au lendemain commencer à gérer elle-même son argent. Je comprends que souvent l'anxiété peut être beaucoup plus élevée parce que la retraite, c'est pas juste un concept abstrait, c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, maintenant, je conseille beaucoup plus aux gens de faire affaire avec un conseiller financier si elles sentent qu'elles ont peut-être pas la confiance nécessaire. Puis oui, vous allez payer 1% ou autour de ça, mais on peut se faire beaucoup plus mal que 1% quand on a un mauvais comportement. Les investisseurs autonomes, pour faire du pouce, qu'est-ce que Nicolas dit, quand les marchés baissent, puis il dit qu'il faut se bercer, il ne faut rien faire, pour les jeunes qui nous écoutent, là, mettons ceux qui jouent à Fortnite et que vous avez une manette de Xbox dans les mains, c'est prendre la manette, regarder qu'est-ce qui se passe, puis on touche à aucun bouton. C'est dur, hein? Oui. Mais c'est ça. Pour l'investisseur, c'est la même chose. Il faut regarder, la tempête va passer. À la limite, on en profite pour peut-être ajouter à des positions, des secteurs qu'on aime qui sont en repli. Mais oui, c'est ça. Pour les jeunes, là, c'est avoir une manette de Nintendo ou de Xbox, puis il ne faut pas toucher au bouton. C'est dur, c'est dur. Oui, c'est une belle image. Tu sais, ça tombe bien que tu parles des jeunes, François, parce que c'était le prochain thème. Moi, ça me tient à cœur la transmission de la littératie financière, tu sais, l'autonomie financière, les connaissances. Puis, j'ai un jeune fils de 13 ans, une fille de 8 ans, mais mon fils, au secondaire, il se heurte avec de l'enseignement. Moi, j'entends des choses qui me disent que ses profs, ils expliquent comment ça marche, tu sais, puis je trouve ça un peu triste. Puis là, je me demandais si tu avais un regard là-dessus, une réflexion. Tu sais, comment on pourrait aider la génération, là, parce que là, actuellement, ce que je constate, c'est que c'est du one-on-one. Il faut que moi, que je prenne le temps d'expliquer à mon fils, puis après ça, il va à l'école, puis là, il se fait dire d'autres choses. Puis là, j'ai même pris le temps d'expliquer. Je dis, tu sais, des fois, les gens te laissent parler, puis tu réponds pas, parce que là, tu vas rentrer. Il rentre dans un débat, il est militant, là. Il rentre dans un débat, mais il connaît pas tout, tu sais. Fait que là, qu'on sent un peu tout croche. Fait que comment on pourrait faire en sorte qu'on pourrait faire, tu sais, que ça soit plus répandu, qu'il y ait une éducation financière. Ça, moi, je trouve que c'est un manque majeur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Oui, mais il y a eu des études qui ont été faites sur l'éducation au secondaire, sur comment investir et tout ça. C'est bon, mais les études nous montrent qu'un an après, 2 ans après, souvent, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Ouais. Et ça se traduit pas par un comportement qui est vraiment différent. Moi, ce que je trouve qui est une bonne approche, c'est de parler aux jeunes des intérêts composés. Ça, c'est quelque chose qui peut frapper le jeune adulte ou l'adolescent, de dire ton dollar, il peut se multiplier. Puis il peut pas juste prendre 10 sous. Ton dollar peut devenir 10 dollars. Là, les gens, là, 90% des Québécois, ça fera ça. Là. Ça veut dire, Non. mon dollar peut devenir 10 dollars, puis j'ai rien fait. Ça, là, c'est la base. Donc, je parlais même dans le train de vie aussi des gens. Aussitôt, c'est quoi la norme? Aussitôt qu'on a fini l'école, ben là, on embarque dans les revenus, puis là, on monte notre train de vie. Je suis correct, mais on ne restera pas toujours chez papa et maman et tout. Mais il y a un coût de renonciation, c'est-à-dire la personne qui s'achète un beau pick-up de l'année ou à peu près la minute qu'elle a fini cégep, bien, cette personne-là, l'argent qu'elle met dans son pick-up, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps?
pas pour faire de la publicité, mais le Ford Lightning électrique à 100 000 c'est fou. Ah, mais ça, c'est ce que ça, le coût de renonciation, en fait, c'est juste de dire, le dollar que tu mets là, tu fais le choix de le mettre là, puis pas de le mettre ailleurs. Donc, quand tu calcules le coût que ça a dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est ahurissant. Ça peut dépasser beaucoup plus qu'1 million de dollars. Les gens, on demande aux gens, pouvez-vous espérer dans votre vie amasser $1 million? La plupart des gens partent à rire. Mais un achat comme ça, mais une habitude de Uber Eats un petit peu trop jeune, un petit peu trop rapide, un petit peu trop souvent, mais des beaux meubles achetés à crédit, ça va vite. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre aux jeunes, c'est que leur dollar, il y a un pouvoir, tu sais, puis un de ces pouvoirs-là, c'est de se multiplier. Et puis donc, l'idée, c'est pas d'arrêter de vivre, c'est juste de prendre une partie de ces revenus, puis de les placer dans des placements qui vont nous donner de l'intérêt composé à long terme. Et donc, ça monte. L'intérêt composé, c'est comme une boule de neige. C'est-à-dire que quand tu roules ta boule de neige, plus elle grossit, plus elle peut attirer de la neige. Donc, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux jeunes, de montrer le pouvoir d'un... Puis, en fin de semaine, j'avais un exemple dans mon article sur le train de vie. Je parlais un peu le véhicule, je parlais par exemple de l'épicerie, des choses comme ça. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça aller au Costco ou au Maxi, je trouve ça déprimant, je vais aller à la petite épicerie du coin, puis tout ça. » Mais imagine que la personne de 25 ans a fait une couple de petits choix comme ça. Ça revient à, disons, 50 $ par jour de plus que son train de vie serait par rapport à la personne qui ne fait pas ces choix-là. Avec un véhicule, de la bouffe, des choses comme ça, 50 $ par jour, un choix de logement et tout. Mais 50 $ par jour de l'âge de 25 ans à l'âge de 50 ans, ça fait 1 million de dollars lorsqu'on calcule un rendement de 6 %. OK? Donc, juste un petit choix de train de vie bien banal qu'une personne de l'extérieur, elle pourrait même pas remarquer, ça fait 1 million de dollars à 50 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde de 50 ans qui ont 1 million de dollars dans leur compte de placement. Donc, les gens ne font pas le lien entre des petites dépenses de 5, 10, 15 piastres puis 1 million de dollars. Mais moi, je veux leur montrer que le lien, il existe. Ouais. Puis que c'est ça le pouvoir de l'argent, dans le fond. J'adore le million de dollars. Les jeunes, là, ça frappe l'imaginaire. Puis j'ai 2 adolescents, adultes. Puis quand tu dis économise, tu vas avoir beaucoup d'argent plus tard. Oui. Économise, puis il y a plein d'outils maintenant sur Internet, là, des calculatrices financières, l'intérêt composé. Là, tu le dis, gars, je vais te montrer si tu économises tant par semaine, puis c'est pas gros, là. Puis comme Nicolas dit, on peut jouer avec les pourcentages, 6, 7, 8, mais mettons qu'on y va conservateur, on va dire 6, 7 %. J'ai dit, Émile, Jacob, si vous mettez X par semaine, quand vous allez commencer à travailler à 18 ans, vous allez voir 1 million de dollars à 45 ans. Écoute, les yeux, là, ça vient gros de même. Là, on parle un langage. Tu sais, 1 million, c'est beaucoup d'argent, là. Tu sais, pour certains, c'est pas gros, et d'autres, c'est gros, mais overall, 1 million, là, dans 20 ans, ça va valoir, à cause de l'inflation, c'est moins, mais 1 million, c'est un chiffre rond, ça frappe l'imaginaire. Puis les jeunes, moi, c'est comme ça, je les attrape. J'ai dit, écoute, économise. Puis, comme Nicolas dit, un véhicule, point A, point B, au lieu d'avoir un véhicule à 50, tu peux en avoir un à 10, 15 000, 20 000, puis ça fait la job, là. Puis, quand je dis à mes enfants, des fois, c'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice, on t'a dit, mais bon, on parle pendant 20 ans, là, fais juste investir intelligemment, mais c'est ça, quand on parle du million de dollars, économise, moi, je l'aurais imprimé. J'ai dit, plastifiez ça, regardez ça. Si vous économisez tant par semaine, puis c'est pas gros, là. Quand ils commencent à travailler à 20, 25 ans, ils sont capables de mettre cet argent-là de côté. Puis il faut faire changer ça, puis c'est ça. Ouais. Il faut parler leur langage, hein, si on veut les attraper. Il faut parler leur langage. Puis quand on dit 1 million de dollars, ils nous écoutent. Ouais. L'épargne, tu sais, le pourcentage d'épargne qu'on met. Puis là, Nicolas, toi, tu sais pas, mais mon fils, à chaque dollar qu'il gagne, il dépose 25 sous dans son compte retraite actuellement. Fait que pour l'habitude, je sais que ça n'a pas de même de sa vie. Mais c'est Robert Kiyosaki, dans un de ses livres, il dit, quand on suggère aux gens de mettre 10 % par exemple, de leur revenu en premier, là, avant même l'impôt, avant tout, les gens, je suis capable. Ils disent, OK, mais mettons que ton boss t'annonce une coupure de 10 % de ton salaire, tu vas faire quoi? Ben, il dit, si mettons tu ne changes pas de job, il dit, je vais faire avec,
ben c'est ça, il faut que tu fasses. C'est juste que c'est ta décision au lieu d'être imposée. Mais les gens ils vont attendre de se le faire imposer. Ils ne vont pas nécessairement ils ont envoyé voyons, j'ai delayed gratification de. Je cherche le mot en français, ça. Différé. Gratification différée. Bon, on va réussir. Puis, moi, je trouve que ça fait toute la différence. Puis, effectivement, moi, je l'ai compris très tard dans ma vie, je considère, de ce principe-là. Puis, le jour où je l'ai compris, c'est drôle, c'est là que mon compte de trucs a commencé. Je commençais à avoir de l'argent pour pouvoir placer. Avant, je n'arrivais pas à le faire. Juste parce que je faisais pas ça. Juste une habitude. Mais ça reste encore, c'est du 1 à 1. Regarde, on parle ensemble, ça reste marginal. Pour ça, puis tu parlais des jeunes. Moi, les amis de mon fils, là, ils ont 20$. Mettons, le matin, le parent leur a donné 20$. Puis là, il achète un gros paquet de Skittles avec une grosse galette. Là, il donne ça à ses amis. Il flobe le 20$ d'un coup à 12, 13 ans, 14 ans. Corinne, c'est les habitudes. Il faut commencer à voir ces petites dépenses-là. Il faut les voir. Puis, faire ton café à la maison au lieu de l'amener. Je sais que ça devient un cliché, mais c'est des gestes que les gens peuvent poser. Le magasinage de vêtements, moi, j'ai fait une expérience il y a quelques années au journal. Je me suis habillé avec un T-shirt gris tous les jours de la semaine pendant un mois. Je l'avais plusieurs. Là. Sans rien dire à personne, t'es arrivé. Sans rien dire à personne. Puis au bout d'un mois, je suis allé voir ma boss, j'ai dit, t'as-tu remarqué que je t'habille pareil depuis un mois? Parti à rire, elle a dit non. Donc, c'est ça. Il y a une fille aussi, une collègue à moi, a fait la même chose, puis elle non plus, personne n'avait remarqué. Donc, des fois, on s'imagine qu'on a un projecteur sur nous autres partout où on va. Tu sais, newsflash, non. Et donc, on peut revoir certaines choses sans faire baisser notre niveau de bonheur, finalement. Ça, tu parlais un peu de repousser la gratification, mais finalement, il y a aussi le tapis roulant hédonique qui fait en sorte que l'iPhone que tu veux, puis que tu veux, puis que tu veux, puis là, tu l'as, mais au bout de 6 mois, c'est juste un téléphone. Donc, il y a la poudre magique qu'on attribue à des objets nouveaux, elle ne dure pas. Donc, ça devient du bruit, ça devient un peu dans le background. Puis là, on a besoin d'autres choses. Un nouveau laptop, un nouveau site. Donc, il faut reconnaître ce pattern-là. Et si on le reconnaît assez jeune, souvent, ça vient avec la sagesse, puis en vieillissant, mais ceux qui sont capables de le reconnaître jeune peuvent mettre un frein à ça assez rapidement. Puis là, là, tu vas chercher un immense réservoir d'argent pour investir. On parle, encore là, je fais une parenthèse parce que mon plus vieux, il est là-dedans. Il vient de finir son DEP en construction. Puis il dit, écoute, papa, il dit, le monde avec qui je travaille, mettons, puis c'est facile d'économiser, mais ils vont au dépanneur, puis je ne juge pas, c'est correct, là, mais ils vont au dépanneur, puis j'adore ça, là, le Pepsi, le Moyen Ouest, la barre de chocolat, le sandwich, le Red Bull. Ici, on parle de 20$, puis il dit, papa, à chaque jour. Fait que, tu sais, on fait 20 fois 20, là, ça fait 400$, ça fait on parle de quasiment 5-6 000$ net par année. Ouais. Là. Après, On peut le mettre dans le CELI. Puis là, je ne dis pas qu'il ne faut pas arrêter de se gâter. Mais c'est ça que j'essaie aussi de dire à mes ados. C'est correct se payer des trucs de temps en temps, mais tu sais, se faire un lunch. Colin, profitez-en. Vous vivez, papa, chez maman, vous avez la bouffe gratuite. Faites-vous des lunchs. Faites-vous des lunchs. Mais c'est ça, c'est des habitudes. Tu sais, quand on est plus vieux, oui, on a plus d'argent un peu, mais tu sais, les restaurants, se gâter, mais tu sais, quand on est jeune et on veut bien débuter dans la vie, hey, ça faire des lunchs, là, puis c'est correct, là. c'est meilleur pour la santé. En plus. C'est meilleur pour la santé. On peut se faire des très bons lunchs, mais bref, oui, c'est ça. Il y a tellement d'exemples dans notre monde, là, que incroyable. Tu sais, moi, ce que j'entends, parce que ça fait déjà 30 minutes, ça passe très, 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 très vite. Ce que j'entends, tu sais, c'est, tu l'as nommé, l'ennemi numéro 1, c'est nous. Donc, c'est nos comportements, c'est nos habitudes, c'est nos gestes qu'on pose, c'est ce qu'on fait pas qu'on devrait faire. Fait que dans le fond, ça revient un peu à mon introduction, c'est travailler sur soi. Tu sais, si on met le temps à travailler sur soi, on est à la bonne place. Le reste, on va devenir la bonne personne, tu sais, si on veut gérer nos choses nous-mêmes, parce que tu l'as dit, tu sais, le conseiller financier, c'est merveilleux. Puis en plus, le conseiller financier de l'expérience, il va te permettre d'avoir un regard extérieur à ta vie, là, que des fois, on ne le voit plus parce qu'on est dans le tourbillon. Il va peut-être t'aider à équilibrer qu'est-ce que tu veux faire là-dedans. Tu sais, ça fait toujours du bien
d'avoir ça. Mais si on veut le faire nous-mêmes, moi, c'est comme ça, je l'ai vu tout le temps, c'est de travailler sur ça. Je sais pas, j'ai envie de t'inviter. Ah, ben, vas-y, François. Dernier petit mot, François. Dernier petit mot, Nicolas, parce que Oui, vous me disiez un petit mot. Un peu comme tu dis, oui, on peut faire. Maintenant, il y a tellement des outils, on peut faire tout par nous-mêmes. Mais des fois, si on ne connaît rien, passer par un conseiller financier qui nous charge 1%, à la limite 2%, puis il y a même à cette heure des conseillers financiers qui chargent seulement s'ils font de l'argent avec Ouais. ton compte. Fait que des fois, même si mettons, on y va à 1%, là, c'est peut-être le meilleur 1% qu'on va donner Exact. versus qu'est-ce que nous, la personne autonome, pourrait laisser de son côté. Là. Ouais. Nicolas, Bref, il faut dernier mot. apprendre à se connaître. Ouais. Ben, Patrick, ce que tu dis, ça me rejoint parce que, dans le fond, moi, la grande leçon que j'ai apprise dans tout ça, c'est qu'on a l'impression souvent que la richesse, c'est quelque chose qui est extérieur, qui va venir nous chercher. Comme par exemple, si j'ai une augmentation de salaire, là, je vais être capable. Ben non, ça, je vais être capable. Si j'ai une augmentation, ou si je vais travailler chez les compétiteurs, je vais faire 25 000 $ de plus par année, là, je serai riche. Donc, on a l'impression que c'est le monde qui va nous tendre une passerelle vers la richesse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Ça fonctionne avec, fouillez dans vos poches et regardez ce que vous avez, là. C'est ça le premier pas pour la richesse. C'est pas la planète qui va décider que tu t'enrichis, puis que toi, tu t'enrichis pas, puis toi, tu t'enrichis. C'est les choix qu'on fait aujourd'hui avec notre argent qu'on a aujourd'hui. Puis 1 $, 10 $, 15 $, 20 $, c'est comme une brique que tu mets dans un mur. Cette brique-là est non seulement une brique, mais elle va te faire d'autres briques, fait que ton mur, il va se construire plus vite. Donc, moi c'est la façon de voir ça que je trouve que qui est difficile à assimiler. C'est que c'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est pas un cadeau de la vie. C'est quelque chose que tu bâtis jour après jour, tu sais, puis le plus jeune possible. Excellent. Très intéressant. Vraiment fascinant. Je suis enchanté de la discussion. Très sympathique. Donc, je suis très heureux de te connaître, que tu sois venu nous visiter. Je dois malheureusement aller vers la conclusion. Puis pour conclure, dans le fond, je vais revenir un petit peu avec le point de départ qu'on a parti, puis qui s'est conclu, dans le fond, même par nous-mêmes, travailler sur soi. On a parlé de lecture. J'ai parlé de lecture au début du premier épisode. Et là, je vais faire un cadeau aux auditeurs, dans le fond, quelque chose de gratuit, quelque chose que j'ai rien à vendre, quelque chose qui va juste vous aider. Si vous trouvez que vous manquez de temps pour lire, je ne sais pas si vous saviez, j'ai parlé de 400 mots minute tantôt qu'on lisait en moyenne. Mais notre cerveau réfléchit à 800 mots minute en moyenne, l'être humain. Quand on lit à 400 mots minute, qu'est-ce qui se passe avec la rétention de ce qu'on lit? On retient moins. Fait qu'une des stratégies pour plus retenir qu'est-ce qu'on lit, il faut apprendre à lire plus vite. Donc, il faut développer la lecture rapide. Le cadeau que je vais vous faire, c'est que moi, il y a 15 ans, là, dans le temps que je n'avais pas de petite toile guérie, j'ai monté un cours d'1h30. Ça s'appelle « Optimise ta lecture et ton écriture ». C'est sur YouTube, disponible. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Fait que si vous êtes curieux, allez voir dans la description. Le lien va être là. C'est gratuit. Pas de vente, je vous le dis. C'est vraiment 1h30 sur comment apprendre à lire plus vite. Je peux vous garantir que vous doublez votre vitesse de lecture si vous mettez en application de ce qui est là-dedans. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans, cette démarche-là. Ça a changé ma vie. Puis là, regarde, je parlais de 10 minutes par jour. Mais là, mon livre, à tous les mois, vient de me prendre 5 minutes par jour si je fais ça. Puis je retiens plus. Donc, vous irez voir ça. Vous allez doubler votre temps votre capacité de rétention et de lecture et vous allez pouvoir travailler sur vous. Vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ça, je vais terminer avec ma petite maxime. J'ai une petite tradition, Nicolas, j'ai une petite maxime à chaque épisode depuis 96 épisodes. À un moment donné, il faut se réinventer, mais je termine avec ça. Investir en soi représente le plus important placement dans la vie de tout être humain. Alors sur ce, on vous souhaite un bon trading et une bonne semaine.